soir, je propose de t'endormir avec la suite de Contes de Noël. Je te souhaite d'avance une bonne nuit. Chapitre 3. Le second des trois esprits. Réveillé au milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse et s'asseyant sur son lit pour recueillir ses pensées, Scrooge n'eut pas besoin qu'on lui dît que l'horloge allait de nouveau sonner 1 heure. Il sentit de lui-même qu'il reprenait connaissance juste à point nommé pour se mettre en rapport avec le second messager qui lui serait envoyé par l'intervention de Jacob Marley. Mais trouvant très désagréable le frisson qu'il éprouvait en restant là à se demander lequel de ses rideaux tirerait ce nouveau spectre, il les tira tous les deux de ses propres mains, puis se laissant retomber sur son oreiller, il tint l'œil au guet tout autour de son lit, car il désirait affronter bravement l'esprit au moment de son apparition, et n'avait envie ni d'être assailli par surprise, ni de se laisser dominer par une trop vive émotion. Messieurs les esprits forts, habitués à ne douter de rien, qui se piquent d'être placés sur tous les genres d'émotions, et de se trouver à toute heure à la hauteur des circonstances, expriment la vaste étendue de leur courage impassible en face des aventures imprévues, en se déclarant prêts à tout, depuis une partie de croix ou pile jusqu'à une partie d'honneur. C'est ainsi, je crois, qu'on appelle l'homicide. Entre ces deux extrêmes, il se trouve sans aucun doute un champ assez spacieux et une grande variété de sujets. Sans vouloir faire de Scrooge un matamore si farouche, je ne saurais m'empêcher de vous prier de croire qu'il était prêt aussi à défier un nombre presque infini d'apparitions étranges et fantastiques, et à ne se laisser étonner par quoi que ce fût en ce genre, depuis la vue d'un enfant au berceau jusqu'à celle d'un rhinocéros. Mais il s'attendait presque à tout, et il n'était, par le fait, nullement préparé à ce qu'il n'y eût rien, et c'est pourquoi quand l'horloge vint à sonner 1 heure, et qu'aucun fantôme ne lui apparut, il fut pris d'un frisson violent, et se mit à trembler de tous ses membres. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure se passèrent, rien ne se montra. Pendant tout ce temps, il demeura étendu sur son lit, où se réunissaient, comme en un point central, les rayons d'une lumière rougeâtre qui l'éclaira tout entier quand l'horloge annonça l'heure. Cette lumière toute seule lui causait plus d'alarme qu'une douzaine de spectres, car il ne pouvait en comprendre ni la signification ni la cause, et parfois il craignait d'être en ce moment un cas intéressant de combustion spontanée, sans avoir au moins la consolation de le savoir. À la fin cependant, il commença à penser comme vous et moi l'aurions pensé d'abord, car c'est toujours la personne qui ne se trouve point dans l'embarras qui sait ce qu'on aurait dû faire alors et ce qu'elle aurait fait incontestablement. À la fin, dis-je, il commença à penser que le foyer mystérieux de cette lumière fantastique pourrait être dans la chambre voisine, d'où, en le suivant pour ainsi dire à la trace, on reconnaissait qu'elle semblait s'échapper. Cette idée s'empara si complètement de son esprit qu'il se leva aussitôt, tout doucement, mit ses pantoufles et se glissa sans bruit du côté de la porte. Au moment où Scrooge mettait la main sur la serrure, une voix étrange l'appela par son nom et lui dit d'entrer. Il obéit. C'était bien son salon, il n'y avait pas le moindre doute à cet égard, mais son salon avait subi une transformation surprenante. Les murs et le plafond étaient si richement décorés de guirlandes, de feuillages verdoyants, qu'on eût dit un bosquet véritable, dont toutes les branches reluisaient de baies cramoisies. Les feuilles lustrées du houx, du gui et du lierre reflétaient la lumière, comme si on y avait suspendu une infinité de petits miroirs. Dans la cheminée flambait un feu magnifique, tel que ce foyer morne et froid comme la pierre n'en avait jamais connu au temps de Scrooge ou de Marley, ni depuis bien des hivers. On voyait, entassés sur le plancher, pour former une sorte de trône, des dindes, des oies, du gibier de toute espèce, des volailles grasses, des viandes froides, des cochons de lait, des jambons, des aunes de saucisses, des pâtés de hachis, des plum pudding, des barils d'huîtres, des marrons rôtis, des pommes vermeilles, des oranges juteuses, des poires succulentes, d'immenses gâteaux des rois, et des bols de punch bouillants qui obscurcissaient la chambre de leur délicieuse vapeur. Un joyeux géant, super bavard, s'étalait à l'aise sur ce lit de repos. Il portait à la main une torche allumée, dont la forme se rapprochait assez d'une corne d'abondance, et il l'éleva au-dessus de sa tête pour que sa lumière vînt
timidement, inclinant la tête devant l'esprit. Ce n'était plus le Scrooge rechigné d'autrefois, et quoique les yeux du spectre fussent doux et bienveillants, il baissait les siens devant lui. « Je suis l'esprit de Noël présent, dit le fantôme. Regardez-moi. » Scrooge obéit avec respect. Ce Noël-là était vêtu d'une simple robe ou tunique d'un vert foncé, bordée d'une fourrure blanche. Elle retombait si négligemment sur son corps que sa large poitrine demeurait découverte, comme s'il eût dédaigné de chercher à se cacher ou à se garantir par aucun artifice. Ses pieds, qu'on pouvait voir sous les amples plis de cette robe, étaient nus pareillement, et sur sa tête il ne portait pas d'autre coiffure qu'une couronne de houx semée çà et là de petits glaçons brillants. Les longues boucles de sa chevelure brune flottaient en liberté. Elles étaient aussi libres que sa figure était franche, son œil étincelant, sa main ouverte, sa voix joyeuse, ses manières dépouillées de toute contrainte et son air riant. Un antique fourreau était suspendu à sa ceinture, mais sans épée et à demi rongé par la rouille. « Vous n'avez encore jamais vu mon semblable » s'écria l'esprit. « Jamais, répondit Scrooge. « Est-ce que vous n'avez jamais fait route avec les plus jeunes membres de ma famille? Je veux dire, car je suis très jeune, mes frères aînés de ces dernières années, poursuivit le fantôme. Je ne le crois pas, dit Scrooge. J'ai peur que non. Est-ce que vous avez eu beaucoup de frères, esprit? Plus de 1800, dit le spectre. Une famille terriblement nombreuse. Quelle dépense, murmura Scrooge. Le fantôme de Noël présent se leva. Esprit, dit Scrooge avec soumission, conduisez-moi où vous voudrez. Je suis sorti la nuit dernière malgré moi, et j'ai reçu une leçon qui commence à porter son fruit. Ce soir, si vous avez quelque chose à m'apprendre, je ne demande pas mieux que d'en faire mon profit. Touchez ma robe. Scrooge obéit et se cramponna à sa robe, où qui, baies rouges, lierre, dinde, oie, gibier, volaille, jambon, viande, cochon de lait, saucisses, huîtres, pâté, pudding, fruits et punch, tout s'évanouit à l'instant. La chambre, le feu, la lueur rougeâtre, la nuit disparurent de même. Ils se trouvèrent dans les rues de la ville le matin de Noël, où les gens, sous l'impression d'un froid un peu vif, faisaient partout un genre de musique quelque peu sauvage, mais avec un entrain dont le bruit n'était pas sans charme, en raclant la neige qui couvrait les trottoirs devant leur maison, ou en la balayant de leurs gouttières d'où elle tombait dans la rue à la grande joie des enfants ravis de la voir ainsi rouler en autant de petites avalanches d'artificiels. Les façades des maisons paraissaient bien noires, et les fenêtres encore davantage, par le contraste qu'elles offraient avec la nappe de neige unie et blanche qui s'étendait sur les toits, et celle même qui recouvrait la terre, quoiqu'elle fût moins virginale, car la couche supérieure en avait été comme labourée en sillon profond par les roues pesantes des charrettes et des voitures. Ces ornières légères se croisaient et se recroisaient l'une l'autre des milliers de fois au carrefour des principales rues, et formaient un labyrinthe inextricable de rigoles entremêlées. À travers la bourbe jaunâtre durcie sous sa surface et l'eau congelée par le froid. Le ciel était sombre, les rues les plus étroites disparaissaient enveloppées dans un épais brouillard qui tombait en verglas et dont les atomes les plus pesants descendaient en une averse de suie, comme si toutes les cheminées de la Grande-Bretagne avaient pris feu. Comme si toutes les cheminées de la Grande-Bretagne avaient pris feu de concert et se ramonaient elles-mêmes à cœur joie. Londres, ni son climat, n'avait rien de bien agréable. Cependant, on remarquait partout dehors un air d'allégresse que les plus beaux jours et le plus brillant soleil d'été se seraient en vain efforcés d'y répandre. En effet, les hommes qui balayaient les toits paraissaient joyeux et de bonne humeur. Ils s'appelaient d'une maison à l'autre et de temps en temps échangeaient en plaisantant une boule de neige, projectile assurément plus inoffensif que mince sarcasme, riant de tout leur cœur quand ils atteignaient le but, et de grand cœur aussi quand ils venaient à le manquer. Les boutiques de marchands de volailles étaient encore à moitié ouvertes. Celles des fruitiers brillaient de toute leur splendeur, ici de gros paniers ronds au ventre rebondi, pleins de superbes marrons s'étalant sur les portes, comme les larges gilets de ces bons vieux gastronomes s'étalaient sur leur abdomen, semblaient prêts à tomber dans la rue, victimes de leur corpulence apoplectique. Là, des oignons d'Espagne rougeâtres, hauts en couleur, aux larges flancs,
appétissantes, des grappes de raisin que les marchands avaient eu l'attention délicate de suspendre aux endroits les plus exposés à la vue, afin que les amateurs se sentissent venir l'eau à la bouche et puissent se rafraîchir gratis en passant. Des tas de noisettes moussues et brunes, faisant souvenir par leur bonne odeur d'anciennes promenades dans les bois, où l'on avait le plaisir d'enfoncer jusqu'à la cheville au milieu des feuilles sèches. Les biffins de Norfolk, dodues et brunes, qui faisaient ressortir la teinte dorée des oranges et des citrons, et semblaient se recommander avec insistance par leur volume et leur apparence juteuse, pour qu'on les emportât dans des sacs de papier afin de les manger au dessert. Les poissons d'or et d'argent eux-mêmes, exposés dans des bocaux parmi ces fruits de choix, quoique appartenant à une race triste et apathique, paraissaient s'apercevoir, tout poisson qu'ils étaient, qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, allaient et venaient, ouvrant la bouche tout autour de leur petit univers, dans un état d'agitation hébétée. Et les épiciers donc, oh, les épiciers, leurs boutiques étaient presque fermées, moins peut-être un volet ou deux demeurait ouvert, mais que de belles choses se laissaient voir à travers ces étroites lacunes. Ce n'était pas seulement le son joyeux des balances retombant sur les comptoirs, ou le craquement de la ficelle sous les ciseaux qui la sépare vivement de sa bobine pour envelopper les paquets, ni le cliquetis incessant des boîtes de fer blanc pour servir le thé ou le moka aux pratiques. Pan, pan sur le comptoir, paraît, disparaît, elle voltigeait entre les mains des garçons comme les gobelets d'un escamoteur. Ce n'étaient pas seulement les parfums mélangés du thé et du café si agréables à l'odorat, les raisins secs si beaux et si abondants, les amandes d'une si éclatante blancheur, les bâtons de cannelle si longs et si droits, les autres épices si délicieuses, les fruits confits si bien glacés et tachetés de sucre candi, que leur vue seule bouleversait les spectateurs les plus indifférents et les faisait sécher d'envie. Ni les figues moites et charnues, ou les pruneaux de Tours et d'Agen, à la rougeur modeste, au goût acidulé, dans leurs corbeilles richement décorées, ni enfin toutes ces bonnes choses ornées de leur parure de fête. Mais il fallait voir les pratiques, si empressées et si avides de réaliser les espérances du jour, qu'elles se bousculaient à la porte, heurtaient violemment l'un contre l'autre leurs paniers de provisions, oubliaient leurs emplettes sur le comptoir, revenaient les chercher en courant et commettaient 1000 erreurs semblables de la meilleure humeur du monde. Tandis que l'épicier et ses garçons montraient tant de franchise et de rondeur que les cœurs de cuivre poli avec lesquels ils tenaient attachés par derrière leur serpillière étaient l'image de leur propre cœur exposé au public pour passer une inspection générale. De beaux cœurs dorés, des cœurs à prendre si vous voulez, mesdemoiselles. Mais bientôt, les cloches appelèrent les bonnes gens à l'église ou à la chapelle. Ils sortirent par groupes pour s'y rendre, remplissant les rues dans leurs plus beaux habits et avec leurs plus joyeux visages. Au même moment, d'une quantité de petites rues latérales, de passages et de cours sans nom, s'élancèrent une multitude innombrable de personnes portant leur dîner chez le boulanger pour le mettre au four. La vue de ces pauvres gens chargés de leur gala parut beaucoup intéresser l'esprit, car il se tint avec Scrooge à ses côtés, sur le seuil d'une boulangerie, et soulevant le couvercle des plats à mesure qu'il passait, il arrosait d'encens leur dîner avec sa torche. C'était en vérité une torche fort extraordinaire que la sienne, car, une fois ou deux, quelques porteurs de dîner s'étant adressé des paroles de colère pour s'être heurtés un peu rudement dans leur empressement, il en fit tomber sur eux quelques gouttes d'eau, et aussitôt, ces hommes reprirent toute leur bonne humeur, s'écriant que c'était une honte de se quereller un jour de Noël, et rien de plus vrai, mon Dieu, rien de plus vrai. Peu à peu, les cloches se turent, les boutiques de boulangers se fermèrent, mais il y avait comme un avant-goût réjouissant de tous ces dîners et des progrès de leur cuisson dans la vapeur humide qui dégelait en l'air au-dessus de chaque four, dont le carreau fumait comme s'il cuisait avec les plats. Y a-t-il donc une saveur particulière dans ces gouttes que vous faites tomber de votre torche en la secouant demanda Scrooge. Certainement, il y a ma saveur, à moi. Est-ce qu'elle peut se communiquer à toute espèce de dîner aujourd'hui demanda Scrooge. À tout dîner offert cordialement, et surtout aux plus pauvres. Pourquoi aux plus pauvres? Parce que ce sont ceux qui en ont le plus besoin.
si peu charitable, celle de priver ces pauvres gens des occasions qui s'offrent à eux de prendre un plaisir innocent. Moi, s'écria l'esprit. Oui, puisque vous les privez du moyen de dîner tous les 8 jours, et cela le seul jour souvent où l'on puisse dire qu'ils dînent, continua Scrooge. N'est-ce pas vrai? Moi, s'écria l'esprit. Certainement. N'est-ce pas vous qui cherchez à faire fermer ces fours le jour du sabbat, dit Scrooge, et cela ne revient-il pas au même? Moi, je cherche cela, s'écria l'esprit. Pardonnez-moi si je me trompe. Cela se fait en votre nom, ou du moins au nom de votre famille, dit Scrooge. Il y a, répondit l'esprit, sur cette terre où vous habitez, des hommes qui ont la prétention de nous connaître et qui, sous notre nom, ne font que servir leur passion coupable, l'orgueil, la méchanceté, la haine, l'envie, la bigoterie et l'égoïsme. Mais ils sont aussi étrangers à nous et à toute notre famille que s'ils n'avaient jamais vu le jour. Rappelez-vous cela, et une autre fois, rendez-les responsables de leurs actes, mais non à nous. Scrooge le lui promit. Alors ils se transportèrent, invisibles comme ils l'avaient été jusque-là, dans les faubourgs de la ville. Une faculté remarquable du spectre, Scrooge l'avait déjà observé déjà chez le boulanger, était de pouvoir, nonobstant sa taille gigantesque, s'arranger de toute place sans être gêné, en sorte que sous le toit le plus bas, il conservait la même grâce, la même majesté surnaturelle qu'il eût pu le faire sous la voûte la plus élevée d'un palais. Peut-être était-ce le plaisir qu'éprouvait le bon esprit à faire montre de cette faculté singulière, ou bien encore la tendance de sa nature bienveillante, généreuse, cordiale et sa sympathie pour les pauvres, qui le conduisit tout droit chez le commis de Scrooge. C'est là, en effet, qu'il porta ses pas, emmenant avec lui Scrooge, toujours cramponné à sa robe. Sur le seuil de la porte, l'esprit sourit et s'arrêta pour bénir, en aspergeant de sa torche, la demeure de Bob Cratchit. Voyez, Bob n'avait lui-même que 15 bobs par semaine. Chaque samedi, il n'empochait que 15 exemplaires de son nom de baptême. Et pourtant, le fantôme du Noël présent n'en bénit pas moins sa petite maison composée de 4 chambres. Alors se leva Mistress Cratchit, la femme de Cratchit, pauvrement vêtue d'une robe retournée, mais en revanche toute parée de rubans bon marché, de ces rubans qui produisent, ma foi, un joli effet, pour la bagatelle de 12 sous. Elle mettait le couvert, aidée de Belinda Cratchit, la seconde de ses filles, tout aussi enrubanée que sa mère, tandis que maître Pierre Cratchit plongeait une fourchette dans la marmite remplie de pommes de terre et ramenait jusque dans sa bouche les coins de son monstrueux col de chemise. Pas précisément son col de chemise, car c'était celle de son père, mais Bob l'avait prêté ce jour-là en l'honneur de Noël à son héritier présomptif, lequel, heureuse de se voir si bien attifé, brûlait d'aller montrer son linge dans les parcs fashionables. Et puis, 2 autres petits Cratchit, garçons et filles, se précipitèrent dans la chambre en s'écriant qu'ils venaient de flairer l'oie devant la boutique du boulanger et qu'ils l'avaient bien reconnu pour la leur. Ivres d'avance de la pensée d'une bonne sauce à la sauge et à l'oignon, les petits gourmands se mirent à danser de joie autour de la table et portèrent au nu maître Pierre Cratchit, le cuisinier du jour, tandis que ce dernier, pas du tout fier, quoique son col de chemise fût si copieux qu'il menaçait de l'étouffer, soufflait le feu tant et si bien que les pommes de terre en retard rattrapèrent le temps perdu et vinrent taper en bouillant contre le couvercle de la casserole pour avertir qu'elles étaient bonnes à retirer et appeler. « Qu'est-ce qui peut donc retenir votre excellent père » dit Mistress Cratchit. « Et votre frère Tiny Tim et Martha ?» Au dernier Noël, elle était déjà arrivée depuis une demi-heure. « La voici, Martha, mère » s'écria une jeune fille qui parut en même temps. « Voici Martha, mère » répétèrent les 2 petits Cratchit. « Hurrah! Si vous saviez comme il y a une belle oie, Martha. »« Ah, cher enfant, que le bon Dieu vous bénisse, comme vous venez tard, dit Mistress Cratchit, l'embrassant une 12aine de fois et la débarrassant de son châle et de son chapeau avec une tendresse empressée. « C'est que nous avions beaucoup d'ouvrages à terminer hier soir, ma mère, répondit la jeune fille, et ce matin, il a fallu le livrer.
Bien, bien, n'y pensons plus, puisque vous voilà, dit Mistress Cratchit. Allons, asseyez-vous près du feu, et chauffez-vous, ma chère enfant. Non, non, voici papa qui vient, crièrent les deux petits Cratchit, qu'on voyait partout en même temps. Cache-toi, Martha, cache-toi. Et Martha se cacha, puis entra le petit Bob, le père Bob, avec son cache-nez pendant de 3 pieds au moins devant lui, sans compter la frange. Ses habits usés jusqu'à la corde étaient raccommodés et brossés soigneusement pour leur donner un air de fête. Bob portait Tiny Tim sur son épaule. Hélas, le pauvre Tiny Tim, il avait une petite béquille et une mécanique en fer pour soutenir ses jambes. « Eh bien, où est notre Martha » s'écria Bob Cratchit en jetant les yeux tout autour de lui. « Elle ne vient pas » répondit Mistress Cratchit. « Elle ne vient pas » dit Bob, frappé d'un abattement soudain et perdant en un clin d'œil tout cet élan de gaieté avec lequel il avait porté Tiny Tim depuis l'église, toujours courant, comme son dada, un vrai cheval de course. Elle ne vient pas, un jour de Noël. Martha ne put supporter de le voir aussi contrarié, même pour rire. Aussi n'attendit-elle pas plus longtemps pour sortir de sa cachette derrière la porte du cabinet, et courut-elle se jeter dans ses bras, tandis que les deux petits Cratchit s'emparèrent de Tiny Tim et le portèrent dans la buanderie afin qu'il pût entendre le pudding chanter dans la casserole. « Et comment s'est comporté le petit Tiny Tim » demanda Mistress Cratchit, après qu'elle eut raillé Bob de sa crédulité et que Bob eut embrassé sa fille tout à son aise. « Comme un vrai bijou, dit Bob, et mieux encore, obligé qu'il est de demeurer si longtemps assis tout seul, il devient réfléchi, et on ne saurait croire toutes les idées qui lui passent par la tête. Il me disait en revenant qu'il espérait avoir été remarqué dans l'église par les fidèles, parce qu'il est estropié, et que les chrétiens doivent aimer, surtout un jour de Noël, à se rappeler celui qui a fait marcher les boiteux et voir les aveugles. » La voix de Bob tremblait en répétant ces mots. Elle trembla plus encore quand il ajouta que Tiny Tim devenait chaque jour plus fort et plus vigoureux. On entendit retentir sur le plancher son active petite béquille, et à l'instant, Tiny Tim rentra, escorté par le petit frère et la petite sœur, jusqu'à son tabouret près du feu. Alors Bob, retroussant ses manches par économie, comme si, le pauvre garçon, elle pouvait sucer davantage, prit du genièvre et des citrons, et en composa dans un bol une sorte de boisson chaude, qu'il fit mijoter sur la plaque après l'avoir agitée dans tous les sens. Pendant ce temps, Maître Pierre et les deux petits Cratchit, qu'on était sûr de trouver partout, allèrent chercher l'oie qu'ils rapportèrent bientôt en procession triomphale. À voir le tumulte causé par cette apparition, on aurait dit qu'une oie est la plus rare de tous les volatiles, un phénomène emplumé auprès duquel un signe noir serait un lieu commun. Et en vérité, une oie était bien en effet une des 7 merveilles dans cette pauvre maison. Mistress Cratchit fit bouillir le jus préparé d'avance dans une petite casserole. Maître Pierre écrasa les pommes de terre avec une vigueur incroyable. Miss Belinda sucra la sauce aux pommes. Martha essuya les assiettes chaudes. Bob fit asseoir Tiny Tim près de lui, à l'un des coins de la table. Les deux petits Cratchit placèrent des chaises pour tout le monde, sans oublier eux-mêmes, et une fois en faction à leur poste, fourrèrent leur cuillère dans leur bouche pour ne point céder à la tentation de demander de l'oie avant que vînt leur tour d'être servis. Enfin, les plats furent mis sur la table, et l'on dit le Bénédicité, suivi d'un moment de silence général, lorsque Mistress Cratchit, promenant lentement son regard le long du couteau à découper, se prépara à le plonger dans les flancs de la bête. Mais à peine l'eut-elle fait, à peine la farce si longtemps attendue fut-elle précipitée par cette ouverture, qu'un murmure de bonheur éclata tout autour de la table, et Tiny Tim lui-même, excité par les deux petits Cratchit, frappa sur la table avec le manche de son couteau et cria d'une voix faible « Hurrah !» Jamais on ne vit oie pareille. Bob dit qu'il ne croyait pas qu'on en eût jamais fait cuire une semblable. Sa tendreté, sa saveur, sa grosseur, son bon marché furent le texte commenté par l'admiration universelle avec la sauce aux pommes et la purée de pommes de terre. Elle suffit amplement pour le dîner de toute la famille. En vérité, dit Mistress Cratchit, apercevant
petit atome d'os resté sur un plat. On n'a pas seulement pu manger tout, et pourtant tout le monde en avait eu à bouche, que veux-tu. Et les deux petits Cratchit en particulier étaient barbouillés jusqu'aux yeux de sauce à la sauge et à l'oignon. Mais alors, les assiettes étant été changées par Miss Belinda, Mistress Cratchit sortit seule, trop émue pour supporter la présence de témoins, afin d'aller chercher le pudding et de l'apporter sur la table. Supposez qu'il soit manqué, supposez qu'il se brise quand on le retournera, supposez que quelqu'un ait sauté par-dessus le mur de l'arrière-cour et l'ait volé pendant qu'on se régalait de l'oie. À cette supposition, les deux petits Cratchit devinrent blêmes, et il n'y avait pas d'horreur dont on ne fît la supposition. Oh, oh, quelle vapeur épaisse! Le pudding était tiré du chaudron. Quelle bonne odeur de lessive! C'était le linge qui l'enveloppait. Quel mélange d'odeurs appétissantes qui rappelait le restaurateur, le pâtissier de la maison d'à côté, et la blanchisseuse, sa voisine. C'était le pudding. Après une demi-minute à peine d'absence, Mistress Cratchit rentrait, le visage animé, mais souriante et toute glorieuse avec le pudding semblable à un boulet de canon tacheté, si dur, si ferme, nageant au milieu d'un quart de pinte d'eau-de-vie enflammée et surmonté de la branche de houx consacrée à Noël. Oh, quel merveilleux pudding! Bob Cratchit déclara, et cela d'un ton calme et sérieux, qu'il le regardait comme le chef-d'œuvre de Mistress Cratchit depuis leur mariage. Mistress Cratchit répondit qu'à présent, elle n'avait plus ce poids sur le cœur. Elle avouerait qu'elle avait eu quelques doutes sur la quantité de farine. Chacun eut quelque chose à en dire, mais personne ne s'avisa de dire, s'il le pensa, que c'était un bien petit pudding pour une aussi nombreuse famille. Franchement, c'eût été bien vilain de le penser ou de le dire. Il n'y a pas de Cratchit qui n'en eût rougi de honte. Enfin, le dîner achevé, on enleva la nappe. Un coup de balai fut donné au foyer et le feu ravivé. Le grog fabriqué par Bob ayant été goûté et trouvé parfait, on mit des pommes et des oranges sur la table et une grosse poignée de marrons sous les cendres. Alors toute la famille se rangea autour du foyer en cercle. Comme disait Bob Cratchit, il voulait dire en demi-cercle. On mit près de Bob tous les cristaux de la famille, savoir 2 verres à boire et un petit verre à servir la crème dont l'anse était cassée. Qu'est-ce que cela fait? Il n'en contenait pas moins la liqueur bouillante, puisée dans le bol tout aussi bien que des gobelets d'or auraient pu le faire, et Bob la servit avec des yeux rayonnants de joie, tandis que les marrons se fondaient avec fracas et pétillaient sous la cendre. Alors Bob proposa ce toast. Un joyeux Noël pour nous tous, mes amis, que Dieu nous bénisse. La famille entière fit écho. Que Dieu bénisse chacun de nous, dit Tiny Tim, le dernier de tous. Il était assis très près de son père sur son tabouret. Bob tenait sa petite main flétrie dans la sienne, comme s'il eût voulu lui donner une marque plus particulière de sa tendresse et le garder à ses côtés de peur qu'on ne vînt le lui enlever. « Esprit, dit Scrooge, avec un intérêt qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, dites-moi si Tiny Tim vivra. »« Je vois une place vacante au coin du pauvre feu, répondit le spectre, et une béquille sans propriétaire, qu'on garde soigneusement. Si mon successeur ne change rien à ses images, l'enfant mourra. »« Non, non, dit Scrooge. Oh non, bon esprit. Dites qu'il sera épargné. Si mon successeur ne change rien à ses images, qui sont l'avenir, reprit le fantôme, aucun autre de ma race ne le trouvera ici. Eh bien, après, s'il meurt, il diminuera le superflu de la population. Scrooge baissa la tête lorsqu'il entendit l'esprit répéter ses propres paroles, et il se sentit pénétré de douleur et de repentir. « Homme, fit le spectre, si vous avez un cœur d'homme et non de pierre, cessez d'employer ce jargon odieux jusqu'à ce que vous ayez appris ce que c'est que ce superflu et où il se trouve. Voulez-vous donc décider quels hommes doivent vivre, quels hommes doivent mourir? Il se peut qu'aux yeux de Dieu, vous soyez moins digne de vivre que des millions de créatures semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Grand Dieu, entendre l'insecte sur sa feuille déclarer qu'il y a trop d'insectes vivants parmi ses frères affamés dans la poussière. Scrooge s'humilia devant la réprimande
baissa ses regards vers la terre, mais il les releva aussitôt en entendant prononcer son nom. « Ah, monsieur Scrooge, disait Bob, je veux vous proposer la santé de monsieur Scrooge, le patron de notre petit gala. » « Un beau patron, ma foi, s'écria madame Cratchit, rouge d'émotion. Je voudrais le tenir ici, je lui en servirai un gala de ma façon, et il faudrait qu'il eût bon appétit pour se régaler. Ma chère, reprit Bob, les enfants, le jour de Noël. Il faut en effet que ce soit le jour de Noël, continua-t-elle, pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare, aussi dur et aussi insensible que monsieur Scrooge. Vous savez s'il est tout cela, Robert, personne ne le sait mieux que vous, pauvre ami. Ma chère, répondit Bob doucement, le jour de Noël. Je boirai à sa santé pour l'amour de vous et en l'honneur de ce jour, dit mistress Cratchit, mais non pour lui. Je lui souhaite donc une longue vie, joyeux Noël et heureuse année. Voilà-t-il pas de quoi le rendre bien heureux et bien joyeux, j'en doute. Les enfants burent à la santé de monsieur Scrooge après leur mère. C'était la première chose qu'ils ne fissent pas ce jour-là de bon cœur. Tiny Tim but le dernier, mais il aurait bien donné son toast pour 2 sous. Scrooge était l'ogre de la famille. La mention de son nom jeta sur cette petite fête un sombre nuage qui ne se dissipa complètement qu'après 5 grandes minutes. Ce temps écoulé, ils furent 10 fois plus gais qu'avant, dès qu'on eut entièrement fini avec cet épouvantail de Scrooge. Bob Cratchit leur apprit qu'il avait en vue pour Master Pierre une place qui lui rapporterait, en cas de réussite, 5 shillings 10 pence par semaine. Les 2 petits Cratchit rirent comme des fous en pensant que Pierre allait entrer dans les affaires, et Pierre lui-même regarda le feu d'un air pensif entre les 2 pointes de son col, comme s'il se consultait déjà pour savoir quelle sorte de placement il honorerait de son choix quand il serait en possession de ce revenu embarrassant. Martha, pauvre apprentie chez une marchande de mode, raconta alors quelle espèce d'ouvrage elle avait à faire, combien d'heures elle travaillait sans s'arrêter, et se réjouit d'avance à la pensée qu'elle pourrait demeurer fort tard au lit le lendemain matin, jour de repos passé à la maison. Elle ajouta qu'elle avait vu, peu de jours auparavant, une comtesse et un lord, et que le lord était bien à peu près de la taille de Pierre, sur quoi Pierre tira si haut son col de chemise que vous n'auriez pu apercevoir sa tête si vous aviez été là. Pendant tout ce temps, les marrons et le pot au grog circulaient à la ronde. Puis Tiny Tim se mit à chanter une ballade sur un enfant égaré au milieu des neiges. Tiny Tim avait une petite voix plaintive et chanta sa romance à merveille, ma foi. Il n'y avait rien dans tout cela de bien aristocratique. Ce n'était pas une belle famille. Elles n'étaient bien vêtues ni les uns ni les autres. Leurs souliers étaient loin d'être imperméables, leurs habits n'étaient pas cossus. Pierre pouvait bien même avoir fait la connaissance, j'en mettrai ma main au feu, avec la boutique de quelques fripiers. Cependant, ils étaient heureux, reconnaissants, charmés les uns des autres et contents de leur sort, et au moment où Scrooge les quitta, ils semblaient de plus en plus heureux, encore, à la lueur des étincelles que la torche de l'esprit répandait sur eux. Aussi les suivit-il du regard, et en particulier Tiny Tim, sur lequel il tint l'œil fixé jusqu'au bout. Cependant, la nuit était venue, sombre et noire. La neige tombait à gros flocons, et tandis que Scrooge parcourait les rues avec l'esprit, l'éclat des feux pétillait dans les cuisines, dans les salons, partout, avec un effet merveilleux. Ici, la flamme vacillante laissait voir les préparatifs d'un bon petit dîner de famille, avec les assiettes qui chauffaient devant le feu, et les rideaux épais d'un rouge foncé, qu'on allait tirer bientôt pour empêcher le froid et l'obscurité de la rue.